Salut la machine, t'es encore au top? Dans ce thème de première spécialité SVT, transmission, variation, expression du patrimoine génétique, nous allons voir que l'histoire humaine peut être lue dans son génome. Vous êtes prêts? C'est parti! Quand on parle de connaître l'histoire humaine, on ne parle pas de connaître l'histoire politique de notre espèce actuelle, mais notre histoire biologique, et donc celle de la lignée humaine. On appelle lignée humaine l'histoire évolutive des hominines à partir du plus récent ancêtre commun à l'homme et au chimpanzé, qui aurait entre 6 et 7 millions d'années. Même si actuellement la lignée humaine n'est représentée que par notre seule espèce, il y a eu par le passé d'autres genres humains. Nous sommes le genre Homo, mais il a existé le genre Australopithecus, le genre Paranthropus, le genre Kenyanthropus, Sahelanthropus, Aurorin, Ardipithecus, bref. Chaque genre a possédé un plus ou moins grand nombre d'espèces. Si on essaie de remonter plus loin, nous pouvons établir des liens de parenté entre différentes espèces, par exemple celle-ci. Pour ce faire, on va chercher des caractères homologues et non des caractères analogues. Analogue, homologue, précision. Dans le langage de tous les jours, homologue veut dire équivalent, similaire, analogue. En phylogénie, c'est-à-dire dans l'étude des liens de parenté, des structures homologues sont des structures qui possèdent la même organisation générale, établissent des connexions identiques, possèdent la même origine embryologique, même si leur forme ou leurs fonctions sont différentes. Des structures analogues, ce sont des structures qui présentent des similitudes dues à des adaptations identiques, mais ne descendant pas d'un ancêtre commun et ne pouvant donc pas être utilisées pour déterminer une phylogénie. Pour bien comprendre, nous pouvons travailler sur le membre antérieur des vertébrés tétrapodes. Nous nous apercevons que ce membre, quel que soit l'animal, possède la même organisation, c'est-à-dire 3 parties, qu'on appelle stylopodes, zeugopodes, autopodes. Donc ici, nous sommes dans les membres antérieurs, humérus, radius cubitus, carpe et métacarpe. Si nous étions dans le membre postérieur, nous aurions fémur, tibia péroné, tarse et métatarse. Donc ici, nous avons des structures qui possèdent la même organisation générale, qui établissent des connexions identiques, qui possèdent surtout la même origine embryologique. Nous sommes bien dans des structures homologues. Alors qu'à contrario, l'étude de la structure de l'aile des vertébrés tétrapodes nous révèle que les ailes en elles-mêmes sont des structures analogues. En effet, même si le membre est homologue, nous avons une organisation de l'aile qui est différente. Chez le ptérodactyle, nous avons l'allongement du 4e doigt qui permet de porter une membrane alaire. Chez la chauve-souris, nous avons un fort allongement des doigts 3, 4, 5 qui permet de porter une membrane alaire, alors que chez l'oiseau, nous avons disparition des doigts 4 et 5, nous avons fusion des doigts 2 et 3, et au lieu d'avoir une membrane alaire reliée aux membres postérieurs, nous avons des plumes qui se sont insérées au niveau de l'épiderme. Ces 3 ailes sont donc des structures analogues et non pas des structures homologues parce qu'elles ne possèdent pas la même organisation générale, elles n'établissent pas des connexions identiques et elles ne possèdent pas la même origine embryologique. Voilà pourquoi ces 3 animaux, le ptérosaure, la chauve-souris et la mésange, n'appartiennent pas au même groupe et ne sont pas représentés sur les mêmes branches de cet arbre d'évolution. Par contre, ils ont un point commun, c'est l'organisation de leurs membres, c'est un membre chiridien. Et nous pouvons donc rajouter ce caractère évolutif ici, ce qui signifie que sur l'arbre d'évolution, toutes les branches qui naissent sur l'arbre avant ce point rouge, membre chiridien, ne possèdent pas le membre chiridien. C'est le cas du sélacanthe, c'est un gros poisson qui possède des os dans ses nageoires charnues, mais ce n'est pas un membre chiridien. Et c'est le cas des sardines, comme tous les poissons à nageoires rayonnées, ils n'ont pas donc d'os dans leur nageoire. Par contre, tous les animaux situés après possèdent ce membre chiridien. C'est le cas de la grenouille, de l'homme, chauve-souris, vache, tortue, lézard, croco, etc. Donc sur cet arbre d'évolution, ce carré noir là, c'est le dernier ancêtre commun à tous ces animaux-là qui possédaient un membre chiridien et des doigts. Donc sur les arbres d'évolution, tous les carrés, ce sont les dacques, les derniers ancêtres communs, et chaque point correspond à une innovation évolutive. Ainsi, si l'on veut placer des animaux dans cet arbre d'évolution, il va falloir étudier des caractères qui peuvent être qualifiés de caractères primitifs et les caractères dérivés, c'est-à-dire ceux qui apparaissent par modification du caractère primitif.
À retenir donc que l'état ancestral d'un caractère homologue, c'est un caractère dit primitif qui se retrouve chez des individus extérieurs au groupe considéré, alors que l'état dérivé d'un caractère homologue, c'est un caractère né d'une innovation évolutive que l'on ne retrouve que dans le groupe considéré. Prenons en exemple ces trois animaux, mésanges, vaches, lézards, et essayons de les regrouper. Nous allons chercher chez ces animaux des caractères homologues qui sont présents à l'état dérivé. Travaillons sur les productions épidermiques de ces animaux, ce qu'on appelle les phanères. Les phanères sont des structures qui se développent à partir de l'épiderme. Ce sont typiquement les écailles, les plumes et les poils. Mais attention, pas les écailles des poissons. Les écailles des poissons sont des structures qui proviennent du derme. Donc les écailles des lézards, des oiseaux, sont des structures analogues aux écailles des poissons. Elles ont le même rôle, elles se ressemblent, mais elles n'ont pas la même origine. Donc concernant écailles, plumes, poils chez nos trois animaux, qu'est-ce qui est un caractère primitif ou dérivé entre l'écaille, la plume et le poil? Déjà, nous observons un point commun entre l'oiseau et le lézard. Ce point commun, c'est la présence d'écailles. Nous avons des écailles sur les pattes des oiseaux et des écailles sur le corps du lézard. La vache, elle a des poils. La question est, parmi tous les groupes des vertébrés, hormis le groupe des mammifères, existe-t-il un autre groupe qui possède des poils? La réponse est non. Donc, le poil est un caractère dérivé propre à la lignée des mammifères. Vous avez du mal à comprendre? On reprend la classif. Si je prends tous les animaux qui ont un membre chiridien, tous ceux-là, ils appartiennent au même groupe des membres chiridiens. J'ai donc fait une grande boîte de tous les animaux qui possèdent 4 membres chiridiens. Parmi mes innovations évolutives, je décide de travailler sur les phanères. Les phanères, ce sont les productions épidermiques. Est-ce qu'elles existent chez la grenouille? Non, la grenouille a une peau nue. Est-ce qu'elles existent dans le groupe des mammifères? Oui. Donc, les phanères, je vais les faire apparaître ici. Maintenant, j'ai la lignée des mammifères qui possèdent des poils. Et cette lignée-là, tortues, lézards, crocos, ptérosaures, dinosaures, etc., oiseaux, ils possèdent, eux, des écailles. Donc, les écailles actuelles sont des productions dérivant des premières phanères. Les poils actuels sont des productions dérivant des premières phanères. L'étude des liens de parenté peut aussi porter sur des molécules, pas que sur des caractères visibles apparents. Ainsi, par exemple, on peut travailler sur le séquençage génétique d'une cytochromoxydase que l'on trouve chez les primates. Alors la cytochromoxydase, c'est quoi? C'est une enzyme, c'est celle-là, qui se trouve dans la membrane des mitochondries et qui intervient dans la chaîne respiratoire. Je vous rassure, hein, ça c'est pas du programme, vous n'avez pas à le retenir, mais c'est un exemple qu'on peut vous donner à traiter. Mitochondrie, vous n'êtes pas trop sûr de savoir ce que c'est? Eh bien c'est ça. Dans une cellule, vous avez le noyau, et dans le cytoplasme, vous avez de multiples organites, dont ces petits organites-là, qu'on appelle des mitochondries, qui possèdent leur propre ADN, et qui sont de véritables centrales énergétiques. Ce sont elles qui vont pratiquer ce qu'on appelle la respiration cellulaire à base de glucose, qui va permettre de dégager de l'énergie pour le fonctionnement de la cellule. Donc cette cytochromoxydase, c'est une enzyme, c'est une protéine, ce qui veut dire qu'elle est codée par un gène. Et si on compare le gène de la cytochromoxydase chez différents primates, alors les primates c'est typiquement nous, c'est-à-dire le groupe des animaux qui ont des yeux en façade, qui ont le pouce opposable et qui ont des ongles au lieu des griffes au bout des doigts. Donc je disais, en comparant les séquençages génétiques des cytochromoxydases de différents primates, on va obtenir ce qu'on appelle une matrice des distances. C'est un tableau dans lequel on va référencer le nombre de différences que l'on aura constatées dans l'écriture du gène entre deux espèces. Donc entre bonobo et bonobo, forcément 0 différence. Entre le bonobo et le chimpanzé, il y a 2 différences. Entre le bonobo et l'homme, il y en a 6, avec le gorille 7, avec le gibbon 14. On ne remplit pas ces cases-là parce qu'au final, ça revient au même. Gorille, bonobo, bonobo, gorille. Il faudrait que j'écrive 7 là. En fait, je vais me retrouver en symétrique. Donc ces cases-là, on ne les remplit pas puisqu'on les a déjà. Donc en constatant le nombre de différences, on peut ici définir quels sont les 2 animaux les plus éloignés, les 2 animaux les plus proches et redessiner l'arbre d'évolution. Donc un arbre d'évolution, c'est celui de gauche à droite, sauf que là on doit le tracer, donc on va faire dans le sens inverse. De droite à gauche, on va déjà repérer les 2 animaux les plus éloignés, ceux qui ont le plus de différences. C'est le gibbon, il a 14 différences avec le bonobo, le chimpanzé. Donc je choisis mes 2 extrêmes, je vais maintenant m'intéresser au bonobo. J'ai un point de référence, le bonobo, il est proche du chimpanzé, moins proche de l'homme, du gorille. Donc l'animal le plus proche du bonobo ici, c'est le chimpanzé. Je vais donc pouvoir les relier. Maintenant, quel est l'animal le plus proche du groupe bonobo-chimpanzé?
Je vais chercher celui qui a le moins de différence avec bonobo chimpanzé. En l'occurrence, ça va être l'homme. Entre l'homme et le bonobo, 6. Entre l'homme et le chimpanzé, 6. Ce qui veut dire que j'ai la même distance entre le bonobo, le chimpanzé et l'homme. Alors que le gorille, lui, il en a 7. Donc le gorille est plus éloigné. Donc je vais mettre une ligne homme et une ligne plus éloignée du bonobo, c'est le gorille. Je vais donc relier ici mon homme et mon groupe bonobo chimpanzé. Et ensuite, je vais relier le gorille avec l'homme, puisque vous voyez qu'entre le gorille et l'homme, j'ai 7 différences, alors qu'avec le gibbon, j'en ai 13. Donc, le gorille est plus proche de l'homme que le gibbon. J'ai relié donc mon groupe homme avec gorille. Et je vais donc relier mon groupe gibbon. Voici mon arbre d'évolution. Maintenant sur mon arbre, j'ai placé le nombre de mutations moyen par branche. Donc la plus grande distance, on a dit, c'est entre le bonobo et le gibbon. On a 14 différences. Donc je répartis 7 sur cette branche-là et 7 sur cette branche-là. Maintenant, ces 7 mutations de différence, je les répartis sur les différentes branches. Mais pourquoi ai-je mis 3,5 ici? Reprenons les différences entre, par exemple, le gorille et l'homme. J'ai 7 différences de mutation. Ce qui veut dire que si je fais moite-moite, entre l'homme et le gorille, j'ai 3,5. Donc je mets 3,5 ici. Et si je prends les différences entre l'homme et le chimpanzé bonobo, j'en suis à 6 entre l'homme et le bonobo, 6 entre l'homme et le chimpanzé. Si j'ai donc 3 ici, il me faut 3 ici. Donc 2 sur cette partie-là et 1 et 1 là. Et ça correspond, puisque la différence entre bonobo et chimpanzé est de 2, on a 2 branches, on partage, ça fait 1, 1. Donc si je suis un chemin, 1 et 2, 3, 3,5 et 3,5, 7. J'ai donc bien 7 différences. 3,5, 3,5, 7, 3,5, 4, 7, 3,5, 4, 5, 6, 7. Voilà mon arbre d'évolution que j'ai pu retracer en comparant une molécule chez les primates. On peut se demander pourquoi certaines innovations évolutives, même si elles présentent un désavantage pour l'animal, ont été conservées. Eh bien tout simplement parce que ces caractères ont apporté un avantage sélectif. Ce sont des caractères qui ont augmenté le taux de survie de l'espèce dans un cas particulier de sélection naturelle. En temps normal, la forme prédominante dans la population des phalènes du bouleau, c'est la forme typica. Vous comprenez pourquoi? Par mimétisme, ils vont pouvoir se cacher des prédateurs, alors que la forme carbonaria aura du mal à se cacher. Donc, tant que les troncs des bouleaux restent blancs, la forme typica est prédominante dans la population. Mais voilà. En 1860, avec la révolution industrielle, dans la banlieue de Londres, on a vu se développer le smog, ce fameux brouillard dense, et les troncs des bouleaux se sont retrouvés noircis de suie. Dans ce cas-là, qui est la forme la plus avantagée? Typica ou Carbonaria? Carbonaria, car à partir du moment où les troncs des bouleaux sont noirs, elle va pouvoir se cacher des prédateurs, alors que elle non. Résultat, elle est devenue prédominante. Mais depuis 30 ans, avec la baisse de la pollution, les troncs des bouleaux redeviennent blancs, et on observe le retour de la prédominance de la forme typica. Typica, Carbonaria. Je suis un petit oiseau. Miam, 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 miam. Forme prédominante, typica. Maintenant, changement de condition. Le tronc des bouleaux change de couleur. Miam, 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 miam. Enfin bébé? Oui, 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 oui. Les formes noires se sont reproduites tout simplement parce qu'elles ont survécu. Donc forme prédominante, la noire. Maintenant, changement de condition. Le tronc des bouleaux redevient blanc. Miam, 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 miam. Ouh, on se reproduit. Petit, 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 petit. Forme prédominante, typica. Nous avons donc eu pour la phalène du bouleau une sélection naturelle qui a fait varier les proportions d'un caractère ou d'un autre dans la population. Le caractère qui présente un avantage sélectif va donc permettre à l'animal de survivre, de transmettre ce caractère via les gènes à sa descendance, faisant que ce caractère devienne prédominant dans la population. C'est le cas également pour la queue des paons, qui est assez encombrante, qui gêne le vol. Elle a été conservée malgré tout, tout simplement parce que c'est un caractère sélectif sexuel. Les mâles ayant la plus belle queue vont séduire les femelles. Retraçons maintenant notre histoire à nous, celle des hominines. On a déjà placé l'homme par rapport au chimpanzé, la séparation date d'environ 6 à 7 millions d'années. Essayons maintenant de retracer la parenté entre les hommes et cherchons particulièrement à savoir s'il existe un lien entre les deux dernières espèces qui ont vécu sur Terre, à savoir nous et l'homme de Néandertal. La difficulté dans ce genre d'études, c'est que nos génomes sont très proches. Ça va être compliqué. On va travailler à ce moment-là sur de l'ADN mitochondrial. Vous allez me dire pourquoi on s'intéresse à l'ADN des mitochondries de nos cellules. Eh bien tout simplement parce que les mitochondries nous sont transmises par nos mères.
Si vous reprenez la formation des ovules dont on a déjà parlé dans une vidéo précédente, lors de la formation de cet ovule, il va y avoir élimination à chaque division de ce qu'on appelle un globule polaire. C'est une mini-cellule qui contient les 2 chromosomes dont on veut se débarrasser et quasiment peu de cytoplasme. Pourquoi? Parce que le spermatozoïde est tout petit, or il faut une cellule œuf qui possède suffisamment de cytoplasme pour pouvoir effectuer sa première division. Donc l'ovocyte en formation va conserver la majeure partie du cytoplasme avec tout ce qu'il contient, y compris les mitochondries. Ainsi, les mitochondries de la cellule œuf seront les mitochondries apportées par la mère. Il n'y en a pas dans le spermatozoïde. En tout cas, pas dans la partie qui va fusionner avec l'ovocyte. Donc en étudiant l'ADN des mitochondries, on peut retracer notre histoire évolutive. Et nous allons donc comparer l'ADN mitochondrial de Néandertal et d'Homo sapiens pour voir si effectivement il y a un lien. Et pour faire ça, on va travailler sous phylogène. Sous phylogène, dans la collection Homininés, lançons une étude moléculaire. Allons chercher un ADN mitochondrial. Vous avez en bas la comparaison des bases de plusieurs fragments d'ADN mitochondrial. Nous allons sélectionner 2 Cro-Magnons, un Africain, un Européen et 3 Néandertaliens. Faisons apparaître la matrice des distances. Et enfin, faisons apparaître l'arbre. Sur les branches de l'arbre, affichons le nombre moyen de mutations par branche. Vous pouvez constater que nous avons une branche Néandertal et que nous avons une branche Homo sapiens. La somme totale des mutations fait 3,5. On constate que les populations européennes actuelles ont un ADN mitochondrial 100% identique à celui de Cro-Magnon, alors qu'elles présentent au moins 3 ou 4 mutations de différence avec Néandertal. L'homme de Cro-Magnon est donc un fossile de la lignée humaine. De plus, on constate que la population africaine a sur cette séquence d'ADN mitochondrial 100% d'identité avec celui des populations européennes et celle de Cro-Magnon. On peut donc affirmer que Cro-Magnon proviendrait d'Afrique. L'étude de la matrice des distances et de l'arbre correspondant montre donc que Néandertal constitue une espèce à part entière. On peut raisonnablement penser que l'homme moderne proviendrait d'une population d'Homo sapiens qui s'est déplacé et a colonisé l'Europe au détriment de Néandertal. On peut maintenant se demander combien est-ce qu'on a d'ancêtres. Vous allez voir que le calcul permettant de déterminer le nombre d'ancêtres que nous possédons est très simple. Amusons-nous un petit peu. Voici ma super famille. J'ai un individu, sa mère, son père, qui eux-mêmes ont mère, père, mère, père. Donc dans cette famille, j'ai représenté mon individu avec une première génération, ses parents, une deuxième génération, ses grands-parents, une troisième génération, ses arrière-grands-parents, une quatrième génération, ses arrière-arrière-grands-parents. Si je comptabilise ses ancêtres, du côté de son père, il y en a 15. Du côté de sa mère, il y en a 15. Maintenant, si je prends génération par génération. Première génération, j'ai 2 individus. Deuxième génération, j'ai un couple d'individus plus un autre couple d'individus. Pour chaque parent, j'ai 2 parents possibles, 2 puissance 2. Pour chacun des grands-parents, j'ai encore 2 combinaisons possibles, 2 fois 2 fois 2. Je suis donc à ma 3e génération, 2 puissance 3. 2 puissance 3, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Est-ce que j'ai bien 8 individus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 4e génération, si je fais 2 puissance 4, 16. Est-ce que j'ai bien 16 individus? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc le nombre d'ancêtres dans une génération n est égal à 2 puissance n. Récapitulons les mécanismes de l'évolution des êtres vivants. À partir d'une mutation de l'ADN, il y a un nouvel allèle qui est créé. Ce nouvel allèle sera responsable d'un nouveau caractère. Si ce nouveau caractère ne procure pas d'avantage sélectif, il sera éliminé par le simple fait que l'animal mourra et ne se reproduira pas. Par contre, si ce caractère procure lors de cette innovation évolutive un avantage sélectif, il y aura conservation de l'allèle muté et à ce moment-là, nous aurons une diversification des individus. Cette diversification pourrait être à l'origine d'une nouvelle espèce possible, c'est ce qu'on appelle la spéciation. Donc mutation, sélection naturelle et spéciation sont à l'origine de l'histoire évolutive de notre planète.